Avorté de soi ou le hachoir symbolique. Un acteur fuyant la scène. Ce patient donne à voir dès le premier instant la dynamique d'un acteur qui quitte brutalement la scène. La scène analytique, dès qu'elle résonne trop fort, semble devenir pour lui intenable. Un temps figé, une scène originelle irréversible. Ce matin-là, le patient semble figé dans un récit qu'il ne peut pas ne pas raconter. Il parle, il dit, il redit, mais ce n'est pas une parole en mouvement, c'est une scène rejouée sans cesse. La sienne, sans doute, mais comme arrêtée en plein vol. Il est acteur sans texte, pris à découvert face à une réalité non symbolisée. Chaque fois que le réel surgit trop fort, il se retire, il interrompt la pièce. Il parle de ses relations amoureuses et à chaque fois le même motif, la jalousie, la perte de confiance, la suspicion. Et au bout le vide, la désertion, le refus de continuer. Mais ce n'est pas simplement de la peur. C'est comme si chaque confrontation au réel du lien réveillait en lui un effondrement originaire. Un rapt initial, une scène où le père lui aurait été imposé trop tôt, sans préparation, sans médiation, comme une coupure violente dans un bain nourricier encore chaud. Alors il cherche à revenir au monde d'avant le prix. Il se raconte des histoires, il justifie ses départs, il part d'un besoin de se retrouver, de revenir à l'essentiel, de reprendre contact avec lui-même. Mais ce qu'il rejoue, ce n'est pas le soin de soi, c'est un retour au ventre imaginaire, à la terre-mère originelle, où rien ne coûte, où rien ne sépare, où tout est gratuit. Il ne veut pas avoir à payer, il ne veut pas entrer dans le langage, dans la dette, dans la castration symbolique. Il rêve d'un avant, d'un ailleurs mythique, hors du temps et du prix. Alors c'est une poussée de vie avortée. Puis soudain il plonge dans une relation, une rencontre fusionnelle et une grossesse. Il dit qu'il n'a pas fui cette fois, qu'il a collaboré, mais l'IVG vient comme un choc symbolique. Il aurait pu être père et il ne le sera pas. Immédiatement il annonce vouloir arrêter la thérapie. Il dit que ce n'est pas viable. Ce mot viable revient. Il parle de la thérapie, mais c'est de lui-même qu'il parle. Il avorte de lui-même, une fois de plus. Ce patient ne cherche pas à vivre dans le monde tel qu'il est, il cherche à rejouer une scène ancienne, à rebattre les cartes du destin, à réécrire l'histoire, revenir dans les bras de la mère, mais avec les savoirs d'après. Comme s'il pouvait réparer le rapt originel, réconcilier le monde du père et celui de la mère. Mais le prix pour cela serait d'entrer dans la perte, dans le manque, dans l'irréversibilité, et ça il ne peut pas. La brutalité du monde du père a été d'abord une castration sans bord. C'est pas qu'il refuse la loi, il la redoute comme une terreur archaïque. Pour lui, le père n'est pas différencieur, il est brutal, destructeur. Il coupe sans inscrire, désigne sans légitimer, abandonne sans transmettre. Face à ce père sans bord, il préfère le retrait et le silence. Le rêve d'un monde où la parole n'est pas nécessaire pour exister. C'est ainsi qu'il avorte toujours de lui, et qu'il est perdu entre le paradis et la castration insoutenable. Il est donc figé dans le mythe, tentant de réécrire un destin trop tôt tranché. C'est comme si chaque confrontation réelle du lien réveillait en lui un effondrement originaire. Rien ne semble pouvoir être noué avec le réel. Tout ce qui n'est pas lui-même, son désir, ses besoins immédiats, déclenche une sensation de menace profonde à l'égard de sa toute-puissance infantile. Cette absence fondamentale de relation conduit inévitablement à l'échec, à la fuite, ou à la tentative désespérée de réparation marquée par une culpabilité incessante. Aucun processus ne semble permettre une authentique relation à l'autre, à l'extérieur, à ce qui échappe à son contrôle absolu. On dirait alors un aveugle privé de son chien guide, confronté à un monde qu'il ne peut ni maîtriser ni appréhender. Cette impossibilité relationnelle provient peut-être d'une non-transmission fondamentale. Le sujet se jette à corps perdu dans l'expérience semblable à une initiation sexuelle traumatisante où aucune médiation, aucun accompagnement n'a permis de comprendre ou d'assumer ce qu'il allait se jouer. Il compte alors les dégâts ensuite dans un « je ne savais pas » qui masque un refus inconscient d'un certain savoir. Quel est ce savoir qu'il refuse ? Probablement celui de la limite nécessaire, celui du manque fondamental qui oblige à reconnaître l'autre comme différent, indépendant et hors de son contrôle. Ce savoir refusé est celui qui implique de renoncer à la toute-puissance, à l'illusion narcissique d'une maîtrise sans faille.
Peut-être faudrait-il substituer à la rigidité d'une posture masculine traditionnelle, fondée sur la conquête brutale et immédiate, une plasticité ouverte à la découverte progressive des corps avant leur jouissance. Cette plasticité serait l'acceptation d'une relation vivante, mouvante, où la rencontre avec l'autre se construit lentement, dans la reconnaissance mutuelle, plutôt que dans la domination précipitée. C'est là que pourrait se déployer un savoir véritablement partagé, où le plaisir n'est plus arraché par la violence réelle, mais se donne comme le fruit mûr d'une relation consciente et consentie à l'altérité.